Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction, le magazine international du Figaro. On a une très belle émission pour vous aujourd'hui puisqu'on va parler de cannabis. Et oui, avec nos trois correspondants du jour, 2 par Skype et 1 par téléphone, Nicolas Barotte à Berlin, Philippe Gély à Washington et puis Cyril Louis à Jérusalem que nous avons donc par téléphone. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je vais vous rassurer, vous les internautes, peut-être aussi ma direction, cette émission n'est pas pour vous donner les bons plans marijuana aux 4 coins du globe, mais bien pour vous dire ce que dit la loi dans ces 3 pays et puis comment ces États jonglent entre eux les perspectives économiques permises par la marijuana et puis les enjeux bien sûr de santé publique. Cette émission, c'est aussi l'occasion de vous donner la parole via Twitter à travers un sondage que nous vous avons donné sur Twitter ce matin. Que préférez-vous en France concernant le cannabis ? Eh bien le statu quo, ce qui existe déjà, la dépénalisation ou bien la légalisation. Vous avez encore quelques minutes pour voter. On commentera les résultats à la fin de cette émission. On va commencer tout de suite avec les États-Unis, puisque vous le savez, les États-Unis sont presque pionniers dans la légalisation du cannabis, malgré une loi fédérale qui n'est pas encore favorable à cette légalisation. Est-ce que, Philippe Gély, vous pouvez nous en dire un mot ? Et pendant que vous parlez, on aura une carte faite par notre service infographie pour bien vous expliquer tout ça en images. Oui, alors la loi fédérale, en effet, considère toujours le cannabis comme une substance illicite de catégorie 1, c'est-à-dire que la possession de marijuana est un délit mineur et parfois même un délit grave en cas de récidive. Ça peut conduire les gens jusqu'à 2 ans en prison et 2 500 $ d'amende. Il y a quand même eu 800 000 arrestations à ce sujet, enfin liées au cannabis en 2016. Et l'État le plus sévère est l'Arizona. Mais comme le montre la carte, il y a 29 États plus le district de Washington, c'est-à-dire de Columbia, c'est-à-dire la capitale Washington, qui ont légalisé un usage thérapeutique du cannabis. Et parmi ceux-ci, 8 ont aussi légalisé un usage récréatif, avec un encadrement, des doses limitées, un âge limite, etc. Et s'ajoute à cette situation de double législation, si vous voulez, un amendement qui est introduit dans la loi sur le budget chaque année depuis 2014, qui interdit au département de la justice fédérale d'utiliser ces crédits pour faire la chasse aux utilisateurs de cannabis qui respecteraient la loi de leur État, même s'ils enfreignent la loi fédérale. On va continuer le tour de table avec Nicolas à Berlin. Que dit la loi chez vous ? Qu'est-ce qu'il est permis de faire ou de ne pas faire ? Alors en Allemagne, le commerce et la possession de cannabis sont passibles de 1 à 5 ans de prison, suivant les cas de figure, suivant les situations. Et en ce qui concerne la consommation, il y a une forme de tolérance. Chaque région, chaque Länder a défini un seuil en dessous duquel les poursuites ne sont pas engagées. Alors, généralement, c'est 6 grammes de cannabis. Ça peut aller jusqu'à 15 grammes à Berlin. Et dans ce cas de figure, sauf cas très particulier, par exemple si les personnes concernées sont des professeurs, des éducateurs, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de pénalisation. Et depuis quelques semaines, quelques mois, la loi a changé puisque l'usage thérapeutique du cannabis a été développé. Et même question pour vous, Cyril, à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a le droit de posséder ou de fumer à Jérusalem ou à Tel Aviv ? Alors, jusque tout récemment, et d'ailleurs encore maintenant, un Israélien qui fume un joint dans la rue ou dans l'espace public risque d'être arrêté et poursuivi. Mais la situation est en train de changer parce qu'en mars dernier, le gouvernement a adopté un projet de loi qui vise à dépénaliser partiellement l'usage du cannabis. Alors, ce projet de loi doit encore être validé par le Parlement. Une fois qu'il le sera, le consommateur de cannabis, à sa première arrestation, encourra une peine de 1000 shekels d'amende, c'est-à-dire à peu près 250 €, 2000 shekels lors de la deuxième arrestation, et c'est seulement à la troisième qu'on passera à un régime de condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, avant d'arriver à la quatrième arrestation, à de véritables poursuites pénales. J'ajoute que la culture du cannabis, elle, reste punie assez sévèrement, et qu'elle peut entraîner les cannabiculteurs vers des peines qui vont jusqu'à 20 ans de prison.
Merci Cyril. Et on va maintenant mettre un focus sur le Colorado, cet État qui nous intéresse beaucoup puisqu'il a légiféré en 2014, en 2012 et ensuite la loi est ensuite entrée en application en 2014. Le cannabis à usage récréatif est donc autorisé dans cet État. L'État perçoit même une taxe de 30% sur tout le commerce qui entoure la marijuana. Alors côté économique, c'est plutôt une belle réussite puisque l'État du Colorado a perçu environ 200 millions de dollars de taxes pour l'année 2016. Et c'est vrai qu'on a pu voir des campagnes de communication impressionnantes pour montrer comment cet argent était ensuite réinvesti dans des écoles pour aider les sans-abri, pour faire des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes. Mais Philippe, à Washington, eh bien, c'est vrai que sur le volet de la santé publique, là en revanche, c'est plus difficile de se faire une opinion. Oui, c'est plus difficile parce que les chiffres varient. Par exemple, les chiffres officiels semblent indiquer qu'il y a une baisse de la consommation chez les jeunes de moins de 17 ans. La raison étant que le marché noir est asséché, si vous voulez, par la légalisation, qui elle-même est encadrée, puisqu'on vérifie l'âge des consommateurs et les substances qu'ils achètent. Par contre, la consommation a l'air d'augmenter significativement chez les plus de 27 ans. Un paradoxe, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation parallèle de la tabagie qui continue à baisser au Colorado. Et puis on a aussi observé en 2015 tout de même 16 cas d'intoxication d'enfants de moins de 9 ans qui, par accident, avaient ingéré des substances réservées à leurs parents. On se posait quand même la question, Philippe, en préparant cette émission, mais pourquoi les États-Unis, pays de la prohibition, pays considéré comme à cheval sur les mœurs, pays où on n'a pas le droit de dire certains mots à la télévision, pourquoi ce pays est presque pionnier dans la légalisation du cannabis? Quelle est votre analyse là-dessus? Il y a plusieurs facteurs. Le premier étant une conception assez exigeante de la liberté individuelle, qui fait qu'ici, beaucoup de gens se rebellent contre le fait de porter un casque à moto ou sa ceinture de sécurité en voiture. Les gens estiment que chacun doit et peut assumer les risques qu'il prend. Dans la liberté du pas de fumer du cannabis et de la marijuana, 60% des Américains votant à gauche sont pour, que ce soit une décision purement individuelle. 40% des Américains votant à droite sont également du même avis. Il y a aussi l'argument économique, parce que c'est vraiment une filière très développée. Au Colorado, vous avez le plus grand journal, le Denver Post, qui a un blog qui s'appelle The Cannabist, qui donne tout ce que vous voulez savoir sur le cannabis. Il y a des experts, il y a des consultants qui ont développé un business dans l'ensemble des autres États avec leur expertise. Le marché légal est estimé à 6,7 milliards de dollars en 2016. Il devrait monter à 22 milliards de dollars d'ici 2020. Et il faut savoir qu'en Amérique du Nord, l'ensemble de la consommation du cannabis, c'est 53,7 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est encore plus de 80% de marché noir. Et c'est le dernier argument, et sans doute le plus important, c'est-à-dire un argument de sécurité qui consiste à dire, mais voilà, on encadre, comme on encadre la vente d'alcool, il y a un argument de sécurité publique, si vous voulez, c'est surveillé, c'est encadré, les moins de 21 ans ont un accès plus difficile à cette drogue. Et puis une dernière question, Philippe. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de cette émission sur la page Facebook du Figaro et nous les poserons directement à nos correspondants. Une dernière question concernant l'avenir des potentielles lois aux États-Unis. Il ne vous aura pas échappé que depuis le 8 novembre dernier, il y a 2-3 changements aux États-Unis et que Jeff Sessions, l'attorney général qui a été choisi par Donald Trump, est plutôt contre la dépénalisation du cannabis et la légalisation. Écoutez ce qu'il disait récemment en 2016, avant qu'il soit attorney général et après. This drug is dangerous. You cannot play with it. It's not funny. It's not something to laugh about. And trying to send that message with clarity that good people don't smoke marijuana. But at this point in time, you and I have a responsibility to use our best judgment, that which we've learned over a period of years, and speak truth as best we can. My best view is that we don't need to be legalizing marijuana.
Alors Philippe, que Washington va-t-il faire? Que Washington peut-il faire par rapport à ce problème? D'abord, Donald Trump lui-même s'est montré assez ambigu, comme souvent, c'est-à-dire qu'en gros, on croit comprendre qu'il est favorable à l'usage thérapeutique du cannabis et opposé à son usage récréatif. Son ministre de la Justice, Jeff Sessions, lui est, comme vous l'avez vu, farouchement contre. Il a même écrit au Congrès au mois de mai pour demander la suppression de cet amendement dont je vous parlais, qui interdit à son ministère de la Justice de poursuivre les utilisateurs de cannabis dans les États où c'est légal. Il n'a pas obtenu gain de cause, mais la pression est assez élevée. D'un autre côté, vous avez des États comme la Californie qui vient de se déclarer État sanctuaire pour consommateurs de cannabis, c'est-à-dire qu'il interdit à sa police de contribuer à la poursuite de gens qui respecteraient la loi californienne sans respecter la loi fédérale. Et puis, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'aux États-Unis, la vraie crise concerne les opioïdes, c'est-à-dire un abus de substances au départ, des addictions dérivant des antidouleurs qui conduisent les gens à se droguer avec des drogues dures. Il y a eu quand même 60 000 morts en 2016. C'est une épidémie, c'est un ravage qu'on compare à l'épidémie de HIV dans les années 90. Qui touche toutes les catégories de la population américaine. Merci Philippe. On part maintenant en Allemagne rejoindre Nicolas Barotte, notre correspondant. Alors, pareil, hein, la loi a évolué depuis janvier en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour les consommateurs et ceux aussi qui veulent en utiliser de manière thérapeutique? Alors jusqu'à présent, l'usage thérapeutique du cannabis était très très limité. On pouvait obtenir des autorisations très spéciales et jusqu'à présent, 1000 personnes en tout en Allemagne avaient recours à du cannabis pour se soigner, pour soulager des douleurs. Depuis janvier, le Bundestag a voté à l'unanimité, il faut le souligner, donc conservateurs et sociodémocrates, une loi qui élargit les possibilités de délivrance du cannabis à usage thérapeutique. Désormais, les médecins pourront le prescrire et le cannabis sera délivré sur ordonnance en pharmacie et remboursé par les caisses de sécurité sociale. Donc, on n'a pas encore de chiffres précis pour mesurer l'effet de cette loi qui entre en vigueur seulement au mois de mars. Les pharmacies disent qu'elles enregistrent un boom de demandes, que les médecins enregistrent beaucoup de demandes aussi de prescription, mais il faut bien noter que beaucoup de praticiens sont encore réticents à délivrer ces médicaments. Ils prétextent que les conséquences du cannabis sont encore méconnues et donc ils sont réticents à le prescrire. C'est pourquoi le gouvernement a commandé une nouvelle étude sur les effets du cannabis thérapeutique. Merci Nicolas. Et vous me disiez aussi en préparant cette émission que ce n'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes économiques et notamment sur le financement des remboursements, puisque dès l'instant qu'il est utilisé à usage thérapeutique, eh bien, ça nécessite des remboursements et que les mutuelles privées rechignent un petit peu à rembourser les clients. Absolument. Le gouvernement a estimé le coût d'une thérapie à base de cannabis à environ 500 € par an, mais sans avoir d'indication très claire. Et les caisses d'assurance ne veulent pas encore payer parce qu'elles critiquent les effets du cannabis et elles demandent beaucoup de justificatifs. Il y a très peu de médecins en réalité qui pour l'instant délivrent le cannabis. Beaucoup ne sont d'ailleurs pas au courant tout simplement que la loi a changé. Et une autre conséquence très concrète de cette nouvelle loi, c'est que l'Allemagne va devoir produire son propre cannabis. Des appels d'offres ont été lancés. Des entreprises pouvaient se porter candidates jusqu'au 5 juin, c'est donc très récent, pour produire du cannabis à partir de 2019 en Allemagne. Et donc, beaucoup se sont portés candidates parce que le marché est potentiellement important. Comment l'évaluer, c'est très difficile, mais beaucoup d'entrepreneurs pensent pouvoir faire du commerce avec le cannabis thérapeutique. Et enfin, on a voulu, évidemment, puisqu'on est en Allemagne, regarder ce qui se passe chez le voisin, c'est-à-dire chez nous, pour voir, eh bien, en fait, l'Observatoire européen des drogues vient de sortir son rapport 2017. Donc, vous allez pouvoir constater que déjà, la France est l'un des pays les plus consommateurs de marijuana en Europe. Et vous pouvez le voir, 22% des 15-34 ans ont déjà fumé du cannabis depuis un an, alors que le taux est de 13% en Allemagne. Alors attention, il y a eu toute
petite différence d'âge, hein, c'est-à-dire que c'est 18-34 ans en Allemagne et 15-34 ans en France, mais bon, ça n'explique pas toute cette différence. Rapidement, Nicolas, parce que c'est vrai que la liaison n'est pas excellente, ça veut dire quand même qu'il y a une philosophie différente en Allemagne sur ce problème de la marijuana. Oui, en Allemagne, on compte beaucoup sur le contrôle social, sur la responsabilité des gens, et ça fonctionne. Ensuite, il faut voir que suivant les régions, les comportements sont extrêmement différents. En Bavière, par exemple, la législation, les poursuites seront beaucoup plus fortes qu'à Berlin. Mais même à Berlin, les politiques ont changé. Jusqu'à présent, il y avait une politique de tolérance zéro que la nouvelle municipalité élue l'année dernière a décidé d'abandonner. Et donc désormais, même les dealers ne sont quasiment pas poursuivis et certains parcs à Berlin ont connu comme de véritables coffee shops. On peut y aller acheter du cannabis très facilement sans craindre la moindre poursuite de la police. Merci Nicolas. Faisons maintenant un petit tour en Israël, rejoindre Cyril Louis que nous avons par téléphone. On va d'abord vous montrer un manifestant qui était à Jérusalem. C'était en avril dernier et vous allez voir, il nous a fait beaucoup rire. Came here in front of the Knesset to smoke weed and to tell the people in the Knesset that we are not dangerous, we are not criminals, we just want to smoke weed because weed, cannabis is our cure. The nation is sick and we have to have that cure. Alors notre ami israélien a peut-être fumé une taf de trop, hein, puisque effectivement en Israël, eh bien c'est dépénalisé. En tout cas, c'est une volonté de la Knesset depuis mars, donc il n'y a plus trop besoin de manifester. Mais quand même, Cyril, il faut, vous me disiez que cette loi soit encore votée par le Parlement israélien. Non, mais ce qui est vrai, c'est que les Israéliens à Jérusalem et plus encore à Tel Aviv, quand on se promène le soir dans les rues, il est assez fréquent d'en voir qui fument un joint à la terrasse d'un café ou dans un concert organisé dans un lieu public. Ce sont des images qui choquent peu, qui donnent assez peu souvent à des interventions de la police. En même temps, ce n'est pas sans risque parce qu'une interpellation, eh bien, elle peut être inscrite au casier judiciaire et l'inscription au casier judiciaire d'une consommation délictuelle de hashish, c'est peut-être la porte fermée à certains emplois ou à l'intégration de certaines unités prestigieuses de l'armée dans le cadre du service militaire. Donc les jeunes sont tout de même attentifs. Et c'est sans doute pour cette raison d'ailleurs que les partis politiques, notamment à gauche, se sont mobilisés ces dernières années pour obtenir une dépénalisation partielle de la consommation de cannabis. Il faut voir aussi que le nombre des interpellations tend à baisser au cours des dernières années. Elle a baissé de 30% entre 2010 et 2015, ce qui probablement reflète une évolution de la société et de la façon dont elle envisage ce problème. Et donc, Israël a voulu se lancer plus ou moins dans la production et ensuite l'exportation de cannabis thérapeutique. Regardez par exemple ce que disait Benjamin Netanyahou au moment de proposer cette dépénalisation. Eh bien, il disait d'un côté, nous nous ouvrons vers l'avenir et puis de l'autre, nous comprenons les dangers, nous tenterons de trouver le juste équilibre. Voilà comment il se justifiait en mars. Et donc, Cyril, Israël qui veut devenir un leader de cannabis thérapeutique, peut-on d'abord savoir en quelques mots en quoi ça consiste, comment est-ce que c'est fait scientifiquement ? Oui, alors c'est une histoire qui a commencé au milieu des années 2000, en 2004 précisément, quand l'armée israélienne a commencé à prescrire du cannabis thérapeutique à certains de ses soldats atteints de syndrome de stress post-traumatique, en espérant que ces vertus apaisantes permettraient de soulager leur souffrance. Depuis, de nombreux centres de recherche ont développé des études pour étudier les vertus apaisantes de la prise de cannabis. Et ces études ont permis de mettre en évidence certains effets bénéfiques dans la prise en charge des douleurs aiguës, résistantes, notamment pour les malades atteints de certains cancers, et puis dans le traitement de certaines maladies neurologiques. Voilà, donc évidemment, il ne s'agit pas pour les médecins de recommander à ces malades de fumer un joint quand ils ont mal. Simplement, ils ont développé ou cherchent à développer des variétés de plantes qui répondent aux besoins spécifiques du patient, notamment en dosant la quantité de certaines molécules dans ces plantes, par exemple le tétrahydrocannabinol, vous savez, qui est cette molécule à l'origine de la sensation d'euphorie que ressentent les fumeurs de cannabis. Et aujourd'hui, quelques 25 000 Israéliens
sont traités de la façon la plus légale du monde, sous ordonnance, au cannabis médical. Cela dit, cela se fait dans un cadre extrêmement contrôlé, parce que le ministère de la Santé, évidemment, veut surveiller et étudier les effets indésirables de cette plante, d'une part, mais aussi parce qu'il voudrait éviter son détournement. Une étude a récemment montré qu'en Israël, un quart environ du cannabis thérapeutique prescrit médicalement finit sur le marché noir. Et puis donc, Israël qui veut devenir l'exportateur numéro 1. Cyril, comment est-ce que cela se met en place? On va voir pendant votre réponse d'ailleurs les champs de cannabis énormes qui sont dans le nord du pays. Là, on voit la compagnie Tikkun Olam, qui est l'une des plus grandes compagnies israéliennes. Oui, les experts estiment que le marché du cannabis médical, ça représentera en 2025 50 milliards de dollars au plan mondial. Alors, le ministère de la Santé israélien et puis un certain nombre de compagnies se sont mises sur les rangs pour essayer de prendre leur place sur ce marché encore émergent. Le ministère de la Santé a créé une unité qui supervise actuellement 120 études cliniques qui visent à étudier et à documenter précisément les effets bénéfiques ou négatifs du cannabis médical pour rassurer les médecins et les consommateurs. Et puis plus de 500 sociétés ont acquis une licence pour produire du cannabis médical en Israël. Le dernière étape à franchir, c'est le feu vert à l'exportation. Et jusqu'à présent, le gouvernement s'est montré réticent. Mais un comité d'experts a tout récemment recommandé de franchir ce pas. Et on peut donc s'attendre à ce que dans les mois ou les années qui viennent, Israël devienne un poids lourd de l'exportation de cannabis médical. Cyril, il y avait aussi une question d'internaute. Un échange plutôt entre deux internautes à propos du cannabis cachère. Alors regardez, c'était lors d'un dernier article sur le Figaro.fr. Il y a même du cannabis certifié cachère, nous assurait un internaute qui s'appelle La Maison du Champ, voyez-vous. Et puis un autre disait, il y a aussi du cannabis pas cher, visiblement très en forme, un Alain Broglio. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a du cannabis cachère en Israël? Alors, je vous avoue que je ne suis pas capable de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le sujet fait l'objet d'une sorte d'aggiornamento au sein d'une partie du rabbinat. Les rabbins, traditionnellement, sont plutôt opposés à la prise de ce produit réputé toxique pour la santé. Mais à mesure que les effets bénéfiques du cannabis médical sont démontrés, un certain nombre d'entre eux se sont ouverts à cette perspective. Et ce que certains observateurs font remarquer, c'est que l'actuel ministre de la Santé en Israël est un rabbin ultra-orthodoxe, le rabbin Litzman, qui lui-même s'est beaucoup impliqué depuis sa nomination au poste de ministre de la Santé dans la promotion et le développement du cannabis thérapeutique. Merci beaucoup Cyril. C'est le moment maintenant de vous donner les résultats du sondage Twitter qu'on va me donner dans une seconde. Je vais pouvoir vous le donner. Je vous rappelle la question que l'on vous posait. Que souhaitez-vous concernant le cannabis en France? Le statu quo, la dépénalisation ou la légalisation? Vous étiez nombreux à nous en parler sur la conversation du Facebook Live. Et sachez que vous êtes 30% pour le statu quo, 25% pour la dépénalisation et puis 34% enfin pour la légalisation. Donc c'est un débat à l'image du débat politique français peut-être, très partagé. Et en tout cas, merci d'avoir voté autant à ce sondage. On va maintenant remercier les trois correspondants de la semaine d'avoir été avec nous et on vous retrouve la semaine prochaine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'invité du jour. Bonjour Martina Meister. Bonjour. Vous êtes la correspondante à Paris pour Die Welt, un journal allemand qui a été créé à l'après-guerre à Hambourg et qui est maintenant basé à Berlin, si je ne dis pas de bêtises. On va évidemment parler d'Europe. D'ailleurs, la une de Die Welt au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle montrait Macron et Marine Le Pen avec cette une duel pour l'Europe. Alors, est-ce que vous considérez que l'élection de Macron va suffire pour redonner un second souffle à l'Europe ? Suffire peut-être pas, mais c'était la conditio sine qua non parce qu'on saurait ce qui serait passé, on savait ce qui serait passé si Marine Le Pen aurait été élue. Donc Macron était clairement le favori de beaucoup d'Allemands qui sont peut-être un peu plus attachés à l'Europe que les Français et qui profitent peut-être un peu plus, je ne sais pas, c'est en tout cas le reproche qu'on fait. Et Merkel ne s'est jamais si clairement prononcée
pour un candidat. Donc je pense qu'elle était assez courageuse. Vous dites que ça ne va probablement pas suffire. Qu'est-ce qu'il faudra de plus Maintenant, il faut voir comment les choses vont se passer. Il y a un grand boulot en France à faire. Et puis, est-ce qu'il aura assez d'énergie pour relancer cette Europe, pour vraiment retrouver un élan et une belle énergie qui était là au début, mais qu'on a complètement perdue. Est-ce que vous y croyez à une Europe réunifiée, on va dire, autour de l'Allemagne, et puis d'ici peut-être 10 ans, une défense commune, quelque chose comme ça, vous y croyez ? Oui, peut-être pas réunifié autour de l'Allemagne, mais... Autour de l'Allemagne et de la France, bien sûr. Oui, je pense qu'il faut maintenant trouver des options où on va à 2 ou à 3 ou à 4, parce qu'on a bien vu qu'à 17, à 18, c'est un peu compliqué. Et oui, je pense aussi à une défense commune, parce qu'on a vu que c'est le grand défi de l'avenir, et pas uniquement à l'extérieur, hélas, mais à l'intérieur. Et là, on a les mêmes problèmes, donc pourquoi pas se rapprocher et travailler plus ensemble. Est-ce que vous trouvez chez Emmanuel Macron des qualités ou des modèles qui pourraient être inspirés d'Allemagne ? Non, je n'ai pas trouvé Aucune. ça. Est-ce que vous lui trouvez des qualités ? Oui, des qualités, évidemment, oui. Moi, je trouve qu'il a plutôt quelque chose d'américain, parce qu'en France, on a vécu une très longue phase de déprime et de déclinisme où je pense que c'est devenu une sorte de self-fulfilling prophecy. On a tellement cru que tout allait mal, que ça allait mal. Et il est considéré parfois comme le French Obama. Vous trouvez que ça lui va bien ? Il y a des côtés. Après, je pense que c'est aussi un peu dangereux, parce qu'on a déjà vu un début de quinquennat très contrôlé dans la communication. Je comprends bien qu'il veut faire autrement que Hollande, qui a parlé apparemment à tout le monde, sauf aux journalistes étrangers. Mais il y a des dangers s'ils veulent vraiment influencer la presse, s'interposer, même intimider, en appelant les rédactions ou en invitant des... C'est vrai qu'il y a déjà 2 lettres ouvertes depuis le début de son mandat. C'est vraiment... Ça m'inquiète un peu. Je trouve ça c'est une tache d'huile sur quelque chose qui aurait été beaucoup plus puissant, un peu plus ouvert sur la communication. Et il s'apprête à avoir les mains libres pour gouverner, puisque dimanche, probablement, il aura une très large majorité à l'Assemblée nationale. Comment vous l'interprétez, vous, justement, ce raz-de-marée des députés En Marche ? Mon impression, c'est que les gens ont vraiment marre. Ils ont voté pour un renouveau et ils voulaient pénaliser la classe politique. Et quand on voit un peu ce qui se passe, il y a une très grande violence aussi, parce qu'il y a certainement des candidats qui ont fait un super boulot pendant des années et qui sont punis parce qu'ils ne portent pas la bonne étiquette. D'autres la portent et sont élus sans preuve, sans rien. Donc il y a une sorte... c'est quelque chose de très français, mais en même temps sympathique. C'est un peu contradictoire, parce qu'ils ont dit on ne veut pas lui donner la majorité, et en tout cas pas absolue, mais on vote pour le candidat Macron. Donc c'est un peu contradictoire. Mais ça plaît aussi aux Français qu'ils ont envie d'aller au bout, parce que là, on est vraiment arrivé à un moment où il faut vraiment essayer, parce que si on bloque, encore une fois, on se retrouve dans 5 ans dans la même situation. Et je voulais aussi vous demander les réformes promises sur la transparence. Qu'est-ce que l'Allemande que vous êtes en pense, et est-ce que cela vous choque? Est-ce que cela vous, pardon, pas choque, mais rassure? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me rassure. Il était temps, je pense. Après, là aussi, il y avait des taches d'huile. Il y a des lois plus strictes en Allemagne sur la transparence? Oui, et puis il y a une autre mentalité, je pense. Oui. Ça, c'est vraiment différent quand on n'a pas les mêmes attitudes. En France, on a quand même l'impression de pouvoir aller jusqu'au bout, que les frontières sont assez... lisses et fluctuantes, donc chacun fait le maximum pour soi-même. Les frontières souvent. Entre la morale et... Oui, oui, on va avec plaisir jusqu'au bout et des fois au-delà. Donc c'est compliqué. L'histoire Ferrand montre, peut-être c'était légal ce qu'il a fait, mais c'est moche quand même. Et c'est moche. C'est ce qu'on entend, oui, effectivement, tout le temps. C'est légal, mais pas moral. Voilà. D'aller toujours profiter où on peut, c'est justement ce qu'on ne veut plus voir, ce qu'on a envie de changer. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Martina Meister d'avoir été notre invitée. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Interaction.